Je le vois dans l'eau, je le ressens dans la terre, je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 au seigneur nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. On ne vous voit pas. Ah. Bonsoir, enfin bon après-midi. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez tous entendu bien. Oui. Bon, parfait. Donc, bon, je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser. On est tous les deux, donc... Moi, je suis Alexandre Gillet. Je double Frodon dans la trilogie. Moi, je suis Déborah Perret, je double Galadriel. Et j'ai fait l'adaptation en français des 3 premiers films, c'est-à-dire des 3 Seigneurs des Anneaux. Voilà. Donc, vous avez peut-être des questions sur différents moments, ou sur comment ça s'est passé, ou enfin, je sais pas. Comme on ne voit pas du tout, je ne sais pas si on vous voit pas du tout, quoi. Bah, donc, c'est un petit peu surréaliste. C'est la brume de la Terre du Milieu. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question, c'est à propos de avant d'avoir eu le doublage, est-ce que vous avez dû envoyer genre des maquettes ou quelque chose comme ça? Enfin, comment vous avez été recruté pour faire les voix? Alors, ma question est claire. Tout à fait clair. Maintenant, les maquettes et ce qu'on appelle les tapes, ça se fait de plus en plus. À l'époque, il y a 20 ans, c'était des essais de voix. On venait en studio et on avait le chef de plateau qui s'occupait de tout le doublage, qui est ma maman, qui nous faisait passer des essais de voix. Et c'était Peter Jackson lui-même qui a écouté tous les essais, qui ont duré quand même à peu près 2 mois. Il y a eu énormément d'essais sur chaque rôle, sur tous les rôles principaux, Frodon étant le rôle, mais sur tous les rôles il y a eu des essais, mais même l'orque qui dit 4 phrases a eu des essais de voix. Et c'est Peter Jackson qui a tout choisi. Oui, bonjour. Bonjour. Une question très classique. J'en discutais avec mon ami juste à côté. Vous êtes à gauche ou à droite? Je suis là. Hop là, vous me voyez là? Oui. Okay. C'est une question sur les traductions. Quelle traduction vous prenez pour les lieux, pour les personnages? Dans ce genre de cas, c'est quoi la règle pour... Alors, dans ce genre de cas, en fait, en doublage, il n'y a pas un genre de cas. Il y a pour ce film-là, en particulier, on a eu la traduction de Ledoux. On n'a pas eu les droits tout de suite. Donc, j'ai fait, moi, une traduction... Par à peu près, parce que je connaissais j'avais travaillé sur les films sur les livres pendant 1 an avant. Donc il y a un gros travail de recherche voilà. Et au début on n'était pas sûr d'avoir les droits, donc il fallait proposer plusieurs noms, tout en se disant, enfin il y a une traduction qui existe qui est bonne. Certains pensent qu'elle n'est pas bonne, mais enfin, en tout cas, c'est celle que les gens connaissaient et qu'ils aimaient. Et quand ils sont rentrés dans l'univers de Tolkien, ils sont rentrés avec la traduction de Ledoux. Et quand on a eu enfin les droits de pouvoir l'utiliser, on s'est servi de celle-ci en étant le plus proche possible
quand il fallait remettre les mêmes termes, on pouvait le faire. Quelquefois, il y avait des phrases en plus dans le film. Donc là, c'était moi qui travaillais dessus. Et j'ai été voir un linguiste à la Sorbonne pour travailler par rapport à l'elfique, enfin ce genre de choses. Voilà. Après, pour d'autres films, les traductions, quelquefois on a les droits des livres, quelquefois pas pour les traductions. Ça dépend des ayants droit, ça dépend si les gens sont encore vivants, ça dépend des problèmes d'argent. C'est comme pour tout. Voilà, il y a des films où on ne se sert pas du tout des traductions. On n'a même pas le droit, donc il faut même faire attention de ne pas mettre certains mots. Enfin, on est dans l'excès inverse, quoi. Bonjour, je suis là, juste ici devant. Bonjour. Bonjour. Je sais que certains comédiens de doublage ont besoin d'adapter leur voix, de plus descendre dans les graves, plus aller dans les aigus. Est-ce que vous avez dû faire, vous deux, des petites modifications sur vos voix, ou est-ce que les voix de vos personnages se rapprochent vraiment de votre voix naturelle? En ce qui me concerne, j'avais la consigne... j'ai une voix plutôt légère, naturellement, il y a 20 ans encore plus. Donc j'étais relativement proche quand même, je pense, d'Elijah Wood. Mais ce que m'avait demandé la directrice de plateau, Danielle, selon les consignes qui avaient été données, c'était de donner quand même du corps au personnage et notamment une certaine maturité et de bien faire attention à l'évolution du personnage, évidemment, qui démarre, on va dire, adolescent, on peut dire, et qui devient une sorte de vieille âme, finalement, à la fin du film. Et donc, plus que la voix en elle-même, c'était une interprétation, donner du corps et de la profondeur à l'interprétation. Et je pense que là, naturellement, la voix évolue, s'adapte, déjà en fonction de l'image, mais aussi, l'image, on n'avait pas beaucoup d'images d'ailleurs quand on doublait, parce que pour des raisons de sécurité, on n'avait pas beaucoup d'images. Mais je pense que naturellement, la voix, légèrement évidemment, parce que ma voix n'a pas beaucoup changé en 2 ans, parce qu'on a fait ça sur 3 années, mais c'était donner du corps et de la profondeur et une forme de maturité au personnage, plus que la voix en elle-même qui, je pense, était assez proche naturellement à l'époque du comédien. C'est vrai que quand tu fais d'autres comédiens, ta voix s'adapte aussi, donc tu vas être aggravé. On a fait plusieurs séries ensemble, on a travaillé sur plusieurs films ensemble, et c'est vrai que s'il fait un serial killer, ou s'il fait un garçon beaucoup plus pur, justement comme Frodon, tu prends pas la même voix, mais ça te vient comme ça, quoi. Tu ne dis pas, je vais travailler ma voix. Non, ça vient comme ça, et puis selon les personnages. Elijah Wood, je continue de le doubler assez régulièrement. Il n'a pas énormément évolué, il a pris de l'âge, bien sûr, mais entre doubler Elijah Wood ou doubler, je sais pas, Chris Evans, par exemple, qui est beaucoup plus mature, même physiquement, je pense que naturellement, la voix se met au niveau, je dirais. Après, il y a aussi le fait qu'au bout moi, ça fait 30 ans que je fais ça, il y a une habitude, des réflexes aussi, on s'adapte assez naturellement au personnage, à la maturité du personnage, quelle qu'elle soit. Et finalement, la tessiture s'adapte assez automatiquement, je dirais. C'est vrai que c'est bien quand on a de l'image, quand même. À l'image, là on avait le problème d'avoir que les bouches, on ne voyait que les bouches, on ne voyait pas le reste de l'image. C'était particulièrement difficile de s'y retrouver. Parce que sur une bouche, on est surtout, nous, très imprégnés des regards des comédiens quand on double. Et quand on n'a pas les yeux, quelquefois c'est difficile. Les gens pensent qu'on est concentré sur le lip-sync, hein, le synchronisme, et en fait, effectivement, tout se passe dans le regard. Dans le regard et dans l'énergie que donne le personnage. Pour moi, le doublage, c'est vraiment du match énergie et pas du match voice. Même si la voix, évidemment, il faut que ce soit cohérent, mais si on n'a pas l'énergie du personnage, on passe à côté. Et ça passe dans le regard. Voilà. Et même dans le dessin animé, en fait. Parce que ça paraît étonnant, parce que dans le dessin animé, ça bouge moins, mais on cherche les mimiques. Moi, je vois dans Les Indestructibles, je vois les mouvements de nez de personnages que je faisais me donnaient une intonation ou une autre et me faisaient aggraver ou alléger ma voix. Et là, sur Galadriel, c'était très particulier parce qu'elle a un côté très comme ça. Il faut être posé, quoi. Il n'y a pas que tout le long passage du début qui est quand même très prenant, mais il y a toutes les scènes où elle devient un peu plus comme ça. Et en fait, même dans les essais de voix, la scène où elle se transforme un peu dans le film 1, on l'avait en essai.
Donc on l'avait en essai sans trafiquer la voix. Il a voulu entendre ce qu'on faisait de nous-mêmes là-dessus. Donc ça, c'était assez intéressant, je trouve, de voir comment d'un seul coup. Et ça, c'était... c'est vrai que l'image aide. Là, pour cet essai-là, on avait sa tête. Ouais, on avait la tête. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est quel a été votre premier ressenti quand vous avez eu affaire à votre personnage? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que ça a été votre première réflexion sur comment je vais devoir l'interpréter ou le comprendre? Je vais être tout à fait franc, moi je ne connaissais pas l'univers de Tolkien, j'avais essayé de rentrer dans le livre, j'ai pas dépassé 80 pages, donc c'est pas, sincèrement ce n'est pas tout à fait mon univers, donc j'en connaissais vraiment rien, et tout a été dans l'explication de l'histoire par la directrice de plateau, Danielle, qui en ce qui me concerne, m'a vraiment expliqué dès le départ cette évolution du personnage, qui passe vraiment de cet état d'adolescent à, même s'il reste jeune à la fin, mais enfin il est chargé de quelque chose, il devient homme, il est adulte à la fin de la trilogie. Et ça, il fallait saisir ça au départ, cette juvénilité, mais qui est déjà chargé de quelque chose. Parce que s'il est désigné pour porter l'anneau, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui fait qu'il est différent des autres adolescents. Et ça a été pour moi l'indication majeure du début de l'interprétation. Alors moi, c'est complètement différent, puisque j'ai travaillé sur les livres et sur l'adaptation avant de faire les essais. Donc, je ne savais pas au début, tout au début d'ailleurs, si je ferais un essai ou pas, parce qu'on n'avait pas d'image. Donc, on ne savait pas quelle comédienne ce serait. Enfin bon, donc là, c'était même pas le but. J'aimais bien un peu les personnages d'Arwen aussi, d'ailleurs. Je le trouvais très très beau. On m'aurait dit, fais un essai sur Arwen, ça m'aurait plu aussi. Et après, aborder le personnage. En fait, comme j'avais abordé l'œuvre dans la globalité, puisque j'avais lu les 3, j'en avais lu d'autres aussi, je pense qu'on n'a pas abordé les choses de la même manière. Moi, je suis arrivé par un autre biais. Donc, je ne peux pas dire que j'ai travaillé particulièrement, j'ai eu une émotion particulière sur Galadriel. On a fait d'abord les scènes jouées, et en fait, même la voix off, en plus, est arrivée complètement à la fin. On avait fini de doubler le film, et la voix off a été rajoutée. Peter Jackson, il a travaillé sur cette voix off après. Donc, je ne savais même pas qu'il y aurait tout ce passage qui, très souvent, dans les films, sont plutôt par des hommes. Et qui, depuis, sont plus souvent par des femmes. Mais la seule chose qu'on savait, c'est qu'il voulait la voix d'une femme pour le film annonce. Ça, on a fait un premier film annonce où il voulait absolument une voix de femme. Et après, il est parti là-dessus. Donc, on ne peut pas avoir abordé de la même manière. Voilà. Bonjour, enfin rebonjour du coup. En haut, tout en haut. Est-ce que vous vous souvenez, il y a un moment qui a été particulièrement dur à doubler niveau émotion, surtout pour Frodon, j'imagine. Oui. Non. C'est l'arrivée. Oui, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. C'est sur le troisième opus. À la fin, à la toute fin, quand il monte, quand il gravit la montagne, voilà, pour balancer son anneau, il y a toute une montée vraiment où et là, il y a beaucoup d'émotions. Il y a une émotion que je ne trouvais pas. Et je m'y suis repris, mais à de très nombreuses reprises, et c'était toujours pas satisfaisant. Donc j'étais ennuyé parce que c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait d'avoir ce moment où, bon, c'était pas nul, hein, mais c'était pas ça. Il manquait le petit truc, la petite chose qui faisait que ça faisait factice ou pas. Et Daniel me dit, écoute, t'es pas dedans, on arrête, on passe à une autre scène, il n'y a pas de problème, et on verra ça la prochaine fois que tu reviens. Donc on a fini le programme, et je suis revenu, je ne sais plus, le lendemain ou 2 jours après pour finir le rôle, et il y avait cette scène, et là, je peux presque dire du premier coup, je pense, j'ai fait la scène, et c'était ça. Il a fallu le temps que ça mature, 24 ou 48 heures, parce que là, voilà, c'était cette fin très, très forte, très puissante. Je l'avais pas saisie. Tout de suite, il fallait que ça mature. Comme lui,
il a eu ce temps de maturation, et aussi bien j'imagine le comédien que le personnage. Il m'a fallu à moi, et ça c'est vraiment la première fois que c'est arrivé, et l'unique fois, où il a fallu un temps de maturation. Et c'est vraiment cette dernière scène qui a été qui m'a posé problème, mais finalement, une fois ce temps de maturation effectué, c'est sorti d'un seul jet. Je crois que j'ai fait qu'une prise en fait. Ah ouais. Moi j'ai eu, ça a été le plus difficile, ça a été la voix off du début, parce que d'abord moi je parle pas énormément dans le film à part ça. C'est un enjeu, c'est quand même, il y a tous les clients sur le plateau, enfin on est je sais pas combien, et en fait quand on est nombreux comme ça, ce qui est difficile, c'est qu'il y en a certains qui disent, on va entendre plus le mot tous, plus le mot anneau, plus le mot gouverner, enfin, et donc trouver une émotion, trouver une pureté pour ouvrir le film et s'imprégner, il faut un peu de temps. On avait un Perchman pour ce film, ce qui nous arrive très 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 rarement. Ce qui prouvait que ce film était vraiment important. Donc quelqu'un qui nous suivait avec nos mouvements, ce qui a un avantage parce que le son est très beau et la voix off est jolie parce que, bon, moi j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, et je pense que c'est réussi, mais c'est vrai que le son qu'a pris l'ingénieur du son est magnifique, il donne une ampleur. Et ce fameux Perchman, c'était un avantage pour avoir un très beau son, pour trouver l'émotion, même pour chercher. Et c'était un gros désavantage parce que le moindre mouvement de lèvres, il disait « Ah non, il y a du bruit, ah non, il y a du bruit ». Alors, toutes les 2 secondes, quand vous êtes dans votre truc, c'est pas toujours évident. Mais voilà, on a mis beaucoup de temps à le faire et pour avoir un résultat satisfaisant. Ce qui était bien quand même sur ce projet, c'est qu'on avait beaucoup de temps. Beaucoup, on avait en fait tout le temps. Ouais. Moins en écriture, moi j'en ai eu moins en écriture. Mais en tant que comédien, on avait tout le temps, franchement. Enfin, vraiment, c'est très rare d'avoir autant de temps. Ah oui. Sur les Disney peut-être un peu. Ouais, il n'y a que Disney qui arrive à avoir autant de temps. Bonjour, je suis là. Alors, j'ai une question peut-être un peu naïve parce que je ne suis pas familier avec le métier de doubleur, mais j'aurais bien aimé savoir à quel point vous avez été en contact avec l'équipe principale du tournage, puis en particulier les acteurs de vos personnages respectifs. Alors, on a eu, ça nous arrive de temps en temps de rencontrer les gens qu'on double, pas si souvent que ça. Pour ce film-là, il y a eu la soirée du film 2, c'est faite à Paris, c'est-à-dire la première, l'avant-première du film. Ça a été une soirée absolument monumentale, pour ceux qui connaissent Paris, au Palais de Chaillot, qui est quelque chose d'absolument énorme, avec la plupart des comédiens qui sont venus, et moi, pas Cate Blanchett, ni les filles me comprendront, ni Viggo Mortensen. C'était quand même tout à fait dommage. Mais tous les autres sont venus. Et donc, pas tous les comédiens français n'ont pas été invités. On devait être 5-6. 5-6, ouais. Oui. Les principaux, quoi. Et Peter Jackson était là. Ce qui était quand même très, très agréable, c'est de pouvoir discuter avec lui, échanger avec lui. Moi, en plus, j'avais adapté son premier film, donc les échanges étaient plutôt vraiment agréables. J'aurais bien voulu rencontrer Cate Blanchett. Et toi, tu as rencontré Elijah Wood. Moi, on m'a présenté très gentiment Elijah Wood, qui était là, entouré de plein de filles. Et écoutez, on a discuté 5 minutes. Il a été extrêmement sympathique, mais il était tellement pris. Il a déjà pris 5 minutes pour me parler, moi qui ne suis pas grand-chose pour lui. Non, il a été franchement très sympathique, d'un abord très, très facile, très direct. On a parlé un petit peu du travail du doublage, mais vraiment, ça a duré 4-5 minutes, et puis ensuite, il est retourné à ses occupations, parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de lui. En général, c'est vrai qu'on les rencontre pas si souvent. Depuis quelques années, en fait, depuis 2001 d'ailleurs, depuis le problème des 2 tours aux États-Unis, ça devient très difficile de rencontrer les gens parce que les services de sécurité sont beaucoup plus compliqués. Avant, on pouvait rencontrer plus facilement les gens. Mais donc, moi, j'en ai quand même écrit pas mal. J'ai pu rencontrer Stallone, DiCaprio. Enfin, mais maintenant, c'est vraiment... en fait, quand on les voit, il y a plein de gardes du corps autour, alors qu'on aurait envie de discuter, parce qu'en plus, ça les intéresse, ils sont souvent extrêmement gentils. Mais il y a ce service d'ordre au milieu qui est là et qui fait non, n'approchez pas, non, c'est pas ci, c'est pas ça. Ça devient vraiment pas facile.
Même Faut se dans des faire un endroits peu. comme le Festival de Cannes, où avant on pouvait rencontrer les gens extrêmement facilement quand on travaillait sur un film. Et maintenant, alors, c'est. Il faut vraiment une travaillant avec sorte eux. de recommandation. Ouais, ouais. Donc ils sont assez isolés en fait, les acteurs américains quand ils viennent. Ils peuvent voir très peu de gens. Bonjour, Bonjour. je voudrais savoir simplement quel impact a eu vos rôles, vos doublages, que ce soit dans votre carrière, mais aussi sur votre vie perso, sur votre façon de, par exemple, d'aborder votre métier et de voir les choses. Je sais pas. Voilà. Merci. Ce rôle particulier, c'est vous dire, dans ce Oui. film-là? Oui, votre rôle de doublage de Galadriel et de... Alors, en ce qui concerne pour ma carrière, ça m'a apporté beaucoup, parce que la voix off du début, plus que le rôle, m'a apporté énormément de travail. Et encore aujourd'hui, on m'appelle pour des conférences, en me disant, est-ce que vous pouvez faire la voix de Galadriel? Je fais des jeux vidéo, je fais certains rôles où on dit, comme indication, au lieu de me dire tel personnage, vous pouvez faire un peu comme Galadriel. Je fais pas ça, oui, je vais faire cette voix-là. Donc à ce niveau-là, énormément. Au niveau de la vie personnelle, non, je peux pas dire que ça a eu un impact, puisque je pense qu'il faut bien séparer sa vie de son jeu. Parce que c'est comme quand on joue au théâtre, si on rentre chez soi et qu'on reste le personnage, ça devient difficile, quoi. Donc il faut vraiment dissocier. Moi, j'ai pas ce problème-là. Enfin, il y a des gens. Celui qui tournait Aragorn, ça c'est Peter Jackson qui m'a raconté ça. Quand ils ont tourné le film, il dormait avec son épée et il s'imprégnait. Enfin, pendant tout le tournage, Mortensen, il est resté Aragorn, quoi. Lui, il a voulu pour être imprégné du tournage. C'est des tournages très longs. Hein. Ils ont tourné les 3 films en même temps, quand même. Donc, et il y a sur les versions longues, il y a beaucoup. Donc, lui, il s'est imprégné, mais c'est autre chose. Nous, on est devant un micro, on a une image, on va donner le plus de nous-mêmes. Et quand on pleure aussi. Enfin, je veux dire, on est vraiment très imprégné des choses. On n'est pas, tiens, salut, je vais faire 3 phrases. Mais par contre, quand on rentre à la maison, on se dissocie, quoi. Enfin, en tout ce qui me concerne. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi, en ce qui me concerne, j'avais déjà fait pas mal de choses comme toi avant, même des rôles assez beaux dans des films ou des séries. Donc pour moi, c'était qu'un film parmi d'autres à la base. J'ai pas du tout pris conscience qu'on doublait un film qui allait vraiment marquer une génération, et puis peut-être même plus, on ne sait pas. Mais vraiment, ça a marqué. Et ce qu'on se disait hier d'ailleurs, c'est des films comme ça, ou des trilogies en l'occurrence, où ça arrive une fois tous les 20 ans, quoi, en fait. Une fois par génération. Il y a eu Star Wars 20 ans avant, là il y a eu ça, et puis là ça va être autre chose. On attend. Mais c'est vrai que moi j'avais pas du tout cette notion-là. Pour moi, on faisait un beau film apparemment. On voyait pas grand-chose de l'image, mais l'histoire était belle en tout cas. Et quand la première... le premier opus est sorti, là on s'est rendu compte que ça accrochait et que probablement les deux seconds épisodes allaient cartonner. Mais de là à penser que ça allait marquer à ce point une génération, voire plusieurs, non. On pensait nous on avait la notion de l'importance, par l'écriture justement, parce qu'on était en rapport avec les clients, on avait l'importance de l'enjeu. C'est-à-dire on ne pouvait pas penser que ça marcherait autant et surtout que ça marquerait autant les gens, mais on savait que l'enjeu était très 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 important pour notre client. Et parce que justement, c'est comme ça que pour la petite histoire, on avait une petite fille qui avait 4 ans à l'époque, et qui n'était pas comédienne et qui n'avait jamais rien fait. On s'était dit, on voudrait qu'elle participe à ça, et elle faisait Gandalf des feux d'artifice, c'est notre fille. Et parce qu'on s'était dit, voilà, si elle fait que ça dans sa vie, au moins, ça sera ce film-là. Donc on avait quand même cette notion de se dire, ce film est important. Après, qu'il ait autant marqué les gens, non plus je ne me rendais pas compte on s'est rendu compte petit à petit, quoi. Non. Et pour le coup, bien qu'avoir fait des choses importantes avant, ça a vraiment marqué effectivement un nouveau rebond, si vous voulez, parce qu'effectivement, de fait d'avoir participer en plus sur un rôle assez important, ça vous installe dans une certaine notoriété, du sérieux aussi, parce qu'on se dit, si on a pris ces comédiens-là pour doubler dans ce film-là,
c'est que c'est pas des manchots, quoi. Enfin, voilà, et ça vous installe dans une certaine notoriété, dans notre milieu, évidemment, pas au-delà, hein. Mais là-dessus, effectivement, ça apporte du travail après. Et pour ce qui est de la vie privée, non, moi je suis complètement sur la même ligne que Déborah. Moi, quand je sors du studio ou quand je rentre chez moi, le travail est derrière moi, il n'est pas chez moi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que vous les aimez, vos personnages, depuis, avant peut-être de les connaître, avant de les interpréter, pendant l'interprétation, après et aujourd'hui encore? Vous parlez des personnages, hein, pas spécialement des acteurs. Oui, je crois qu'on s'attache à ces personnages assez souvent. Pas seulement dans le Seigneur des Anneaux, de toute façon. Alors après, il y a plein moins, mais oui, on les défend quelquefois, même quand ils sont pas bien. On est là, oui, mais il a fait ça parce que on essaie, quand on les double, de leur trouver, enfin, de trouver pourquoi, enfin, d'essayer de comprendre le cheminement d'un personnage, comme au théâtre d'ailleurs. Et donc il y a un avant cette scène-là. Et pour trouver le ton juste, trouver l'avant, c'est donc rentrer un peu dans la peau. Alors c'est difficile. Lui, il fait des serial killers, moi pas. Mais alors je ne sais pas s'il les aime, mais par exemple, il faut le trouver quand même. Donc pour trouver comme il le fait, et qu'il le fait formidablement, il faut justement aller chercher quelque chose au fond de soi, essayer de comprendre. Donc obligatoirement, on les aime d'une certaine manière. Galadriel, elle est en plus très aimable. Dans le sens premier, quoi. Donc, cette espèce de pureté, en même temps, elle peut être très dure, mais c'est vrai que c'est un personnage très fascinant. Donc, de toute façon, oui, on les aime. Et s'ils font des trucs moins bien, on défend toujours un petit peu, quoi. En ce qui concerne Frodon, le personnage, c'est un très beau personnage parce que il a une évolution initiatique. Hein, il y a un vrai passage initiatique de l'âge de l'enfance à l'adulte. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est une belle... C'est un beau personnage. Après, pour moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le duo qu'il formait avec Sam. Et c'est presque plus ça qui m'a plu que le personnage de Frodon en lui-même. Parce qu'à eux deux, ils font presque une personne, en fait. Et on s'amusait parce que Frodon, il est souvent dans un état un peu lascif, un peu exténué tout le temps avec l'anneau qui l'épuise. Alors, pour rigoler, on l'appelait le boulet. Mais parce que sans son Sam, il n'est pas rien, mais il n'y arrivera pas. Et c'est Sam qui lui permet d'aller au bout. Et j'ai trouvé ce duo m'a touché. Et c'est plus le duo qui me touche que le personnage en lui-même. Même si le personnage est très beau parce qu'il est puissant, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'initiatique dans ce personnage. C'est vrai que le couple Sam-Frodon, il est formidable. Super, ah ouais. Vraiment, Le comédien qui fait Sam, il est formidable. Et en plus, il est très humain, Sam. Et il apporte une humanité, alors que Frodon est toujours peut être un petit peu sec des fois à cause de cet anneau, justement. Depuis, il est dans son personnage, évidemment. Mais il est un peu plus froid, un peu plus évanescent, quoi. Alors que l'autre, c'est un terrien et qui a beaucoup de cœur. Et c'est cette humanité qui les sauve, en fait. Et ça, c'est très, très beau. Après, il y a des personnages, celui qui a doublé le roi, qui se délecte pendant qu'il y a la guerre et que Pipin chante, qui est quand même une scène absolument magnifique. Je ne sais pas s'il aimait son personnage ou pas, mais il est odieux, cet homme. Moi, je ne l'aimais pas. Moi, j'aimais Aragorn. Hein, donc, moi, je fais partie de la team Aragorn, du début jusqu'à la fin. C'est la team Aragorn. Donc, Bonjour. 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 Alors, globalement, je voulais savoir comment devient-on doubleur? Alors, on n'est pas de doubleur, on est comédien. Déjà. Un comédien, il a plusieurs facettes. Il tourne, il fait du théâtre, il fait des conférences, il fait du doublage, il fait de la pub. Il peut faire, je sais pas... La formation, il peut être professeur de théâtre. Voilà. Il y a énormément de palettes dans un comédien. Quand on apprend à être comédien à la base, quoi. Après, les rencontres...
Oui, c'est les rencontres font qu'on Bah, va être essayé sur quelque chose, on va nous voir au théâtre dans quelque chose, on va aller chercher tel comédien, quelquefois très connu au cinéma pour faire une voix, parce que Disney va se dire je vais aussi vendre mon film parce que c'est la voix d'un tel. Pourquoi où on est l'enfant de quelqu'un qui fait déjà ton fils, ta fille, oh bah, il peut faire 4 phrases, oui, et ça lui plaît ou ça lui plaît pas, et il continue ou pas. Il y a vraiment plein de manières, je sais pas comment toi tu y es arrivé, mais... Non, à la base, il faut être comédien. On est d'accord, il faut prendre des cours de comédie sérieux. Alors ça peut commencer dans une MJC locale, et puis ensuite tu vas dans une autre école un peu plus réputée pour avoir quand même une bonne formation, parce que c'est un vrai travail de comédien. Il faut savoir respirer, il faut savoir articuler, il faut savoir interpréter, il faut savoir changer son interprétation quand on te le demande, parce que les premiers shots sont rarement les bons, donc il faut savoir rectifier, et ça s'apprend. Quand on ne l'a pas appris, c'est quand même très compliqué. Placer sa voix, c'est un vrai travail. Quand il y a des longues, par exemple, tirades dans les plaidoiries, quelqu'un qui n'a pas habitué, qui n'a pas placé sa voix, qui n'a pas travaillé sa voix, il arrive enfin comme ça. Il n'a plus de souffle. Et parce que c'est difficile quand même d'arriver et de rester synchrone, parce qu'il faut qu'on soit synchrone, il faut qu'on soit en même temps que les bouches. Donc il faut les suivre, et les gens qui n'ont pas l'habitude, ils n'ont plus de souffle, régulièrement. Donc ça s'apprend. Après, la vie fait aussi qu'on peut se spécialiser, entre guillemets. On fait plus de doublage, plus de théâtre, on tourne plus, ou on fait de la formation, voilà, c'est notre activité principale, ou on devient professeur de théâtre, et voilà, on fait plus du tutorat. Moi j'ai fait beaucoup de théâtre pendant longtemps, là j'en fais beaucoup moins depuis une dizaine d'années, mais si demain on me repropose de faire du théâtre dans une pièce qui me plaît avec un beau rôle, ben, j'y retourne, mais je sais comment faire. Il se trouve que depuis 30 ans, j'ai fait aussi du doublage, et que ces 10 dernières années, c'est surtout mon activité principale, mais sans formation de comédien au départ, c'est pas possible d'être dans cette activité, c'est pas possible. Et moi, j'aime bien faire aussi différemment, c'est-à-dire, c'est pour ça que quand j'ai commencé par jouer, mais vite, ça m'a intéressé justement d'apprendre à traduire et justement cette histoire de synchronisme et tout, ça m'a intrigué, quoi. Donc j'ai voulu apprendre ça, et après aussi apprendre à diriger les acteurs. C'est pour ça que maintenant je dirige aussi pas mal de films, et parce que c'est autre chose, c'est une autre manière de voir les choses. Il faut tenir toute une équipe, et tenir une équipe, c'est pas seulement leur expliquer le rôle, c'est suivant la sensibilité de chaque acteur qui vient doubler, savoir comment lui dire les choses pour pas le bloquer. Et c'est aussi intéressant. Moi, je fais par exemple de la réalisation de courts-métrages avec un copain, et là aussi, je m'occupe de tout l'aspect artistique de la réalisation. Et ça, c'est, comme tu dis, c'est très très intéressant de diriger les comédiens, de savoir, quand tu écris ton scénario, quand tu écris les dialogues, comment chaque personnage parle à sa façon, avec son vocabulaire particulier, et de trouver à l'écriture un langage pour chaque personnage, et ensuite choisir son comédien ou sa comédienne, et ensuite les diriger sur le plateau, c'est passionnant. Et ça, si tu n'as pas une base de formation là-dessus, c'est plus compliqué quand même. Bonjour, juste devant, ici. Déjà, je voulais vous dire que j'aime beaucoup vos voix. Étant surtout un gros fan de Galadriel, j'apprécie beaucoup votre voix. Et j'aime beaucoup la voix aussi que vous avez donnée à Frodon. C'est vrai que il y a une puissance derrière qui fait que Frodon est devenu très attachant au fur et à mesure du temps. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que par hasard, étant donné que la série Seigneur des Anneaux est en approche, est-ce que par le plus grand des hasards, Amazon vous aurait contacté pour faire peut-être une voix dans la série? Alors, si c'était le cas, on ne pourrait pas vous en parler. Crotte. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous répondre. Bonjour. 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 C'était pour savoir, est-ce que sur les films Le Seigneur des Anneaux, lorsque vous faisiez les enregistrements, vous étiez en présence d'autres comédiens, par exemple Christophe Lemoine qui faisait la voix de Sam, ou alors les comédiens qui faisaient la voix de Gandalf ou de Elrond lorsque vous aviez des scènes avec eux?
Moi, j'ai été avec Féodor Atkin, qui faisait Elrond, pour les quelques scènes où j'étais avec lui, mais le reste de Galadriel, je l'ai fait seul, et la voix off, bien sûr, seule. Je sais, peut-être que tu étais avec Sam. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que ce genre de production, maintenant, mais déjà à l'époque, on nous réclame, enfin, pour les mixages, une piste par comédien. Donc on est obligé d'enregistrer seul de plus en plus. Mais en ce qui concerne ce film en particulier, j'ai fait beaucoup de scènes avec Christophe Lemoine qui fait Sam, et j'avoue que ça a quand même aidé. Alors après, on faisait attention à ne pas se chevaucher, comme on dit, hein. Il ne fallait pas respirer l'un sur l'autre ou se couper, parce qu'il fallait vraiment que chaque piste soit indépendante l'une de l'autre. Mais le fait d'avoir pu enregistrer la plupart des scènes que j'ai avec Sam, ça a vraiment aidé. Et en plus, Christophe est un merveilleux comédien et un merveilleux camarade avec qui on rigole beaucoup, et qui est merveilleux comédien. Et ça m'a vraiment aidé à nouer ce lien, justement, que j'expliquais tout à l'heure, de créer ce lien entre ces deux, ce binôme qui finalement ne forme qu'un. C'est comme vraiment quand on peut enregistrer à deux, au moins à deux, c'est vraiment bien. Bon, avec le Covid, alors c'est encore plus compliqué, mais pas. Ne pensons pas à l'époque Covid. Mais c'est vrai que de plus en plus, hein, ça a commencé aussi avec Disney, je crois, qui sont les premiers à avoir voulu les gens séparés. Mais c'est un petit peu dommage de ça. Par contre, ça se perd de plus être ensemble, parce qu'une énergie, notamment dans une engueulade, comme dans une scène d'amour, à jouer seul. On le trouve parce qu'on est comédien et que c'est notre travail, mais c'est quand même plus sympa d'avoir la personne en face. Alors ce qui se fait quand même des fois, quand vraiment il y a des scènes importantes à deux, on vous convoque à deux, on répète à deux, on voit la scène, on la répète ensemble, sans enregistrer, ou éventuellement elle est enregistrée on se sert pas de tout, oui. En brouillon, on va dire, on l'écoute, et ensuite on s'enregistre l'un après l'autre. Comme ça, au moins, on a interprété ensemble et on sait à peu près ce qu'a donné l'autre. Voilà. Et ça aide. Surtout pour les scènes d'intensité qui montent. Parce que c'est... Alors, on a l'image qui nous aide, hein, on a quand même l'image de toute façon nous aide. Quand même. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup parlé d'image, mais je voulais savoir si des fois vous avez accès aux bandes originales, aux musiques du film, notamment peut-être pour le 2e et 3e épisode, pour celui-là, et de manière plus générale, quand vous y avez accès, qu'est-ce que ça vous apporte ? Nous, pour doubler, en tant que comédien, absolument rien. Parce qu'on ne double pas en écoutant la musique. Donc, après, quand on écrit le film... moi, sur certains films... Alors, Le Seigneur des Anneaux, les sons sont arrivés pas tout le temps en même temps. Bon, c'était un peu particulier, ce film-là. Dans la plupart des films, moi, je sais que la musique m'a aidé à écrire certaines scènes. Il y a des scènes, en écrivant le film, on pleure. Hein. Mais la musique aide énormément à ce genre de choses. C'est évident que ça met dans une ambiance. Donc, pour écrire, ça aide plutôt beaucoup. Pour jouer... Non, parce qu'on écoute quelquefois après, où il y a la musique, mais c'est pas quelque chose qui va tellement nous aider. Hein. En fait, ça dépend des productions, parce qu'il y a des productions où il n'y a vraiment rien. On a une version internationale, on dit VI. Alors quand on a la VI, on a la musique, on l'entend en VO, quand on entend avant d'interpréter. Ça peut aider éventuellement au niveau du placement de la voix, justement. Si on voit que la musique est très forte, très puissante, qu'il y a une montée chromatique, ça peut vous aider dans l'interprétation, si vous voulez. Mais souvent, dans des grosses productions comme Seigneur des Anneaux, des grosses productions Disney, on n'a pas ça. On n'a pas ce repère-là. On voit une image qui est souvent floutée ou zébrée de plein de choses. Donc on a un peu de mal. Alors là, c'est souvent au directeur artistique de nous indiquer, et lui, souvent, il est mis au courant de l'intensité de la scène, de ce qui s'est passé avant, de ce qui va se passer après. Et donc ça peut nous aider, mais c'est vrai que, nous, quand on se lance, quand on interprète en français, on interprète dans le silence. Hein. Parce que même ça aide pas plus que ça. Les vêtements sont importants.
par exemple, si on a des vêtements qui font du bruit au micro, on nous demande de ne pas les mettre. Donc, des chaussures on aussi. a des chaussures. On est dans un silence total. Dès qu'il y en a un qui bouge sur un fauteuil, il fait... Et il faut recommencer. Des fois, j'enlève mes chaussures parce que j'ai des chaussures qui grincent des fois. On ne peut pas se mettre en cuir. Un pantalon en cuir ou une veste en cuir, on ne peut pas aller au micro avec. On entend. Mais je sais qu'il y avait eu le cas sur le Loup de Wall Street, parce que c'était aussi ma maman qui l'avait fait, et il y avait des voix off de DiCaprio, et le comédien avait commencé à faire les voix off, et en fait, il n'avait pas les musiques, et quand ils ont eu les musiques, ils ont refait certaines voix off, parce qu'il y avait tellement de sons dans ce film, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film qui est très dense, et il y avait des gens qui parlaient dans les scènes, il y avait ces voix off, il y avait de la musique, et du coup, il fallait repasser par-dessus, et ils ont retimbré certaines voix off. Donc, la musique peut faire changer l'interprétation. Et c'est pas hyper courant, quoi. Bonjour, au milieu, juste à côté. Bonjour. J'avais une question pour vous. Alors pareil, ça peut paraître naïf, mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, un doubleur. Je voulais savoir un peu, c'était quoi les étapes quand vous devez doubler un film. Est-ce que vous avez tout le script avant? Est-ce que on vous explique quel est le synopsis du film? Enfin, voilà, tout ça. Et puis, est-ce qu'il y a eu des choses spécifiques sur ce film-là? On en a parlé un petit peu juste avant, mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez partager. Non, on n'a en général rien. Avant, quelquefois, on nous montrait le film avant. Aujourd'hui, pour des questions de sécurité, de confidentialité, on nous montre absolument plus rien. On n'a même pas le droit d'en parler quand on est dessus. Ni de séries. Enfin bon. On travaille pour les services secrets quasiment. Alors, on peut rentrer maintenant dans les studios de cinéma. Il y a ce qu'on appelle des empreintes rétiniennes. C'est-à-dire que si vous arrivez et que vous n'avez pas la même rétine que nous, vous n'entrez pas. Et, mais ça devient vraiment... On connaît quasiment rien et en fait, on arrive, on visionne, les films sont divisés en boucles, on appelle ça des boucles, c'est des toutes petites scènes de 30 à 60 secondes, et on les visionne une première fois en version originale pour rentrer dedans. Si on a le temps, on la regarde 2-3 fois. Si on n'a pas le temps, on ne la voit qu'une fois. Et puis on se lance, et on fait un premier jet, on réécoute en français. Si on est complètement à côté, on réécoute en original, on refait, et puis jusqu'à ce que ça aille. Alors, plus on a le temps, plus on prend le temps. Moins on a le temps, plus il faut être rapide et comprendre tout de suite les enjeux d'une scène pour passer à la suivante, parce que voilà, on sait qu'on n'a pas un temps infini. Là, le directeur artistique est vraiment important. Il est important quand il fait son casting, parce que justement, quand il n'a pas le temps, il prend ce qu'on appelle des épées, c'est-à-dire des gens qui, de toute façon, vont être bons. Mais en plus, moi, je sais que j'aime bien, quand je dirige, montrer plusieurs scènes à la personne, et dire, pour voir l'ambiance d'une séquence entière, voir où on va, après, quitte à faire ce qu'on appelle des boucles, donc scène par scène, petit bout par petit bout, et à réécouter le tout en entier. Par séquence, ça peut être 5 minutes, 4 minutes, mais parce qu'au moins on n'a pas des arrêts à chaque scène, quoi. Et ça, c'est quand on a un tout petit peu plus de temps, ou qu'on a des gens qui sont vraiment très très bien, et on perd un peu moins de temps justement à refaire. Mais c'est vrai qu'on n'a absolument rien avant. L'avantage de ça, c'est parce que quand on vous parle de scène, c'est-à-dire qu'on a une scène qui peut durer 3-4 minutes. Je sais pas, une engueulade entre un père et son fils, une mère et sa fille, elle va durer 3 minutes. Mais on va pas faire 3 minutes d'un coup, parce qu'il y a tellement d'informations que c'est très long finalement, 3 minutes, ça paraît court, mais c'est très très long. Et surtout s'il y a beaucoup de jeux, on peut pas se souvenir de tout, de 3 minutes. Donc c'est pour ça que ces scènes, elles sont coupées en 30, 40 secondes, 45 secondes, 60 secondes grand maximum, parce que déjà en 1 minute, il peut y avoir énormément d'informations. Et donc, effectivement, quand on a le temps, c'est bien de voir les 3-4 minutes d'un coup, et ensuite, on les fait petit à petit, ces scènes-là. Ce qui n'est pas évident, parce que si c'est des scènes très fortes, très puissantes, avec beaucoup d'émotions, couper son émotion au milieu de la scène, mais des fois, on est obligé, parce qu'on ne peut pas retenir toutes les infos. Il y a quelquefois, c'est vraiment il y a vraiment trop d'informations, et on est obligé d'y aller petit à petit. Il y a les mots, mais il y a toutes les onomatopées, toutes les respirations qu'on doit refaire. Mais ça peut être n'importe quel, ça peut être guttural, ça peut être une manière d'avaler sa salive. Ça paraît complètement anodin d'avaler sa salive, mais suivant si on a peur, si on est en colère, si on ne veut pas dire quelque chose qu'on retient, on ne le fait pas de la même manière.
Donc, nous, tout ça, on l'a appris à le faire. Et c'est tout ça, c'est vrai qu'à retenir, si la scène est très très longue, c'est pas évident quand même. Bon, en général, les comédiens ont plutôt des bonnes mémoires. Oui. C'est ça, on fait partie des gens qui ont travaillé leur mémoire. Donc, un comédien, même si on lui dit tu vas changer tel mot à tel endroit, en général, il s'en souvient. Alors justement, les gens qui ont moins l'habitude, on s'en rend compte parce que quelquefois on est chef de plateau, on dit bon, tu vas faire ça, puis on se dit oh là, le pauvre, je lui ai dit tout ça, il va pas jamais s'en souvenir. Mais oui, parce qu'il a moins l'habitude. Mais un comédien, la première chose qu'il travaille, c'est sa voix et sa prestance et sa mémoire. C'est vrai. Mon grand professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet, nous disait toujours ce métier, c'est une bonne mémoire et une bonne santé. Oui, c'est vrai. Moi aussi, mon prof disait ça. Parce que c'est, on peut pas, enfin, on peut pas être malade. Quand on joue au théâtre, notamment, on n'est pas malade. Vous débrouillez, vous êtes malade en dehors, prenez ce qu'il faut pour rentrer sur scène, puis vous êtes re-malade après, mais vous n'êtes pas malade. Et ça nous arrive, nous, au niveau voix, d'avoir un problème, par exemple, de voix sur une série. Moi, j'ai eu ça sur Les Indestructibles. J'avais fait tout le premier film. Et on a fait après justement ce qu'on appelle des raccords. C'est-à-dire les dessinateurs ont changé des petites choses. Et pour les raccords, il y avait des cris, il y avait des réactions, et il y avait 2-3 petites phrases en plus ou en moins. Enfin, bon. Et le jour où on devait le faire, j'avais plus de voix. J'avais un problème d'extinction de voix. J'ai fait tout ces raccords avec de la cortisone. Comment je prenais on vaporisait de la cortisone, quoi. Je faisais les phrases et je reprenais de la cortisone. Donc pour vous dire à quel point, de toute façon, on n'est pas malade. Il faut venir le faire. Moi, en plus de 30 ans, j'ai une fois où j'ai pas pu aller travailler. Une seule fois. Et je me suis déplacé, mais pas un son ne sortait, donc j'ai dû rentrer chez moi. Parce que là, même la cortisone ne faisait rien. Mais effectivement, il faut une bonne santé, une bonne mémoire. Et nous, à part justement sur une série, où ils sont obligés de nous garder, parce que, et encore de moins en moins, ils nous changent de plus en plus, mais on n'a pas un métier où si on ne peut pas être là, on dit on va le faire peut-être la semaine prochaine. Non, on prend quelqu'un d'autre. Quand c'est perdu, c'est perdu. C'est perdu. Donc, on vous assure que on est beaucoup plus en forme. Oui, bonjour à tous les deux. Je voulais savoir, est-ce que vous regardez systématiquement les productions sur lesquelles vous avez travaillé et quel regard dans ce cas-là vous portez, si vous avez est-ce que ça peut vous aider à progresser, à changer, à modifier, par exemple, comme il y a eu un an de décalage pour chaque sortie de film, vous avez pu voir le précédent opus avant de commencer le travail sur le suivant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'étais allé au cinéma voir le premier, évidemment, déjà pour se rendre compte de ce que ça donnait, puisqu'on n'avait rien vu de l'image quasiment, on voyait très très peu de choses. Donc effectivement, ça a aidé pour la suite, parce que là, j'ai vu vraiment l'univers de Tolkien, et l'univers en tout cas que Jackson voulait donner. Et là, je me suis rendu compte pleinement de ce film, de la puissance du film, de la puissance des rôles, et du mien en particulier, évidemment. Donc je pense que ça m'a aidé pour les deux suivants. Oui, là, c'était important d'aller le voir. Ouais. Oui. On ne fait pas ça pour tous les projets, non? Non, après, très sincèrement, je ne vais pas voir tous les films que je fais, ni je ne regarde pas toutes les séries que je fais, c'est même assez rare. Oui, c'est vrai. Moi, c'est pareil. Hein. Le Seigneur des Anneaux, alors oui, moi je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, parce que, en plus pour les écrire, de toute façon, il fallait les voir, il fallait aussi pareil se rendre compte des erreurs ou pas. Donc le Seigneur des Anneaux, vraiment vu beaucoup, et moi j'ai pleuré comme une madeleine à la fin du 3 au cinéma. Déjà par le film, par la puissance du film, et puis parce que c'était fini, parce que cette aventure qui était quand même assez incroyable était finie au cinéma. Pour l'écriture, c'était aussi important de le voir, aussi pour se rendre compte. Moi, c'est pareil, je vois tous les produits que je dirige en général, en tant que directeur d'acteur, pour voir justement sur le prochain quelle erreur ne pas faire. En tant que comédienne, si le film est vraiment bien, oui. Je me dis, tiens, je vais aller le voir au cinéma. Sinon, plutôt non. Et plus jeune, je voulais carrément pas les entendre. J'avais énormément de mal. Moi, j'avais beaucoup de mal à. Je me disais, oh là, c'est pas bien, c'est pas bien. Et en fait, il faut apprendre à se voir comme apprendre à s'écouter. Donc au début, j'avais plutôt du mal. Non, ça va.
et apprendre à s'aimer aussi, parce qu'au début, Ouais, on s'aime pas. on s'aime pas trop, comme On n'a quand pas la on voix tourne. pour longtemps. Quand on tourne, on n'aime pas se voir. On n'aime pas, on n'a pas du tout la même voix. Donc, moi, j'aimais pas du tout ma voix. Donc, j'avais des gens qui me disaient ah, c'est celui qui a une belle voix. Je disais, bon. Si je m'entendais sur des, je sais pas, des films de vacances, je me disais, mais non, on dirait une crécelle. C'est pas possible. Et en fait, voilà, il faut apprendre à apprivoiser le micro aussi, à apprivoiser ça. Et on n'a pas la même voix enregistrée qu'on a au théâtre, par exemple. Aussi. Moi, je me suis entendu sur des captations au théâtre. Je me suis dit, mais c'est étonnant, quoi, c'est pas moi. Et parce que j'avais déjà l'habitude de m'entendre en doublage. Donc, les voix, d'ailleurs, on n'a pas la même voix suivant la personne à laquelle on s'adresse. Très régulièrement, je veux dire. Si on a quelque chose à demander ou si on n'a pas le même timbre. Le timbre, il évolue énormément. Donc, mais le fait d'aller se voir juste pour se dire, tiens, on va se voir, non. C'est vraiment quand il y a des projets comme ça qui sont des films exceptionnels. C'est vraiment un film exceptionnel. Bon, il y en a quelques-uns comme ça, voilà, je suis allé voir. Je parlais tout à l'heure du dessin animé, le Service tout type, je suis allé le voir aussi parce que ça, je trouvais que c'était vraiment top. Puis j'avais des enfants petits, donc on a été voir. Voilà, il y en avait quelques-uns comme ça qu'on va voir au cinéma. Mais pas tant que ça. Ouais, c'est assez rare. Ici. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'utilisation assez fréquente et régulière de personnes qui sont ni des comédiens de doublage, ni même des comédiens qui sont utilisés pour souvent doubler ces films d'animation. Alors, en général, c'est des comédiens quand même. Oui, c'est très rarement des nouveaux. Il y a des comédiens qui ne sont pas des comédiens qui ont fait du doublage, comme ça peut arriver, mais pas des comédiens du tout. Alors, il peut y avoir eu un footballeur une fois, ou un youtubeur une fois. Bon, c'est quand même assez rare. Et dans ces cas-là, ils n'ont pas obligatoirement les rôles principaux. Ça a été le cas dans certaines fois où ils ont quelques scènes pour pouvoir justement faire la publicité du film. Mais ça peut se justifier. Enfin, je veux dire, c'est du marketing, après, c'est autre chose. Mais moi, personnellement, j'ai absolument aucune jalousie, aucun problème avec ça. Après, c'est pas toujours réussi. Il y a des moments où on entend des choses curieuses. Oui, moi ça me gêne pas du tout qu'un comédien ou qu'une comédienne qui n'en fait pas en général, mais qui par sa notoriété est appelé sur un rôle dans un dessin animé, un grand film. C'est tout à fait normal qu'on les appelle. Je pense que ça a aidé à la renommée du doublage, qui était, moi quand j'ai commencé il y a une trentaine d'années, c'était un peu la dernière roue du carrosse. Personne ne voulait en faire, c'était toujours les ringards qui en faisaient. Enfin, c'était un peu, on était un petit peu montré du doigt. Et le fait que des vedettes participent, il y a depuis maintenant 15-20 ans, de temps en temps, ponctuellement, sur des belles productions, ça a permis à redorer le blason de cette activité, qui est une très belle activité, moi, dans laquelle je me suis énormément épanoui. Et finalement, ça a été plutôt positif, je trouve. Et puis après, c'est tout à fait légitime qu'une production pense ou estime que quelqu'un de connu qui fait du théâtre ou du cinéma puisse apporter une plus-value à sa production. Je le comprends très bien. Voilà. Après, effectivement, des fois c'est réussi. Quelquefois c'est loupé, c'est leur problème à eux après. Mais c'est en grande majorité quand même des acteurs. Ce sont des acteurs dans 80% des cas. Quand même. Bonjour. Bonjour. Et Gollum alors. Alors, et Gollum quoi? Le personnage était constitué d'images de synthèse. Ouais, enfin il y a un comédien. Il y a un comédien. D'accord. Ouais. Et donc le travail a-t-il été particulier et de quelle manière? Il faudrait lui demander à lui, mais il y a eu beaucoup d'essais sur la voix de Gollum, parce qu'il fallait une voix particulière, et en même temps il ne fallait pas que ce soit un dessin animé. Donc ça a été très très long. Après, voilà, il y a eu... moi je sais que ma mère a fait énormément travailler le comédien, il a beaucoup travaillé sur chaque phrase, même par bout de phrase, quoi. Enfin, je veux dire, pour trouver cette émotion. Il est formidable, Sylvain. Ce qu'il fait dedans, c'est vraiment formidable. Le personnage, mais le comédien, c'est vraiment pas que l'image de synthèse. Hein. Il y a un comédien, je sais plus comment s'appelle cet acteur, qui est d'ailleurs dans plein d'autres films, qui est très très bien. C'est un super bon acteur. Comment il s'appelle? Ah oui, c'est ça.
Et voilà, donc c'est pas, on n'est pas dans l'image de synthèse de maintenant. Enfin, je veux dire, on est dans un véritable comédien qui a donné de son corps, de plein de choses, quoi. Et au niveau des regards, c'est absolument incroyable ce que fait le personnage de Gollum, quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui s'appelle, comment il s'appelle déjà quand il est genre, Sméagol, voilà. Sméagol, entre Sméagol et Gollum, bon, bah, c'est assez, c'est un personnage complètement torturé, c'est assez intéressant. Rebonjour, en haut, encore. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez eu beaucoup de temps pour doubler Le Seigneur des Anneaux, mais du coup pour le Hobbit, ça s'est passé comment? Enfin, ça a été un peu la même chose ou... Alors le Hobbit, c'est pas les mêmes équipes. Moi, j'ai pas fait le texte. Ce n'est pas ma mère qui l'a dirigé. Donc, je peux pas vous en parler parce que c'est la production américaine a changé. Donc, moi, je suis allé sur le film en tant que voix de Galadriel. J'allais faire ma partie. Mais tout le reste, je peux pas vous dire le temps que ça a pris. Ça, je sais pas. Je pense qu'ils ont eu quand même du temps aussi, hein. Mais vous dire à quel point il y a eu certainement moins d'essais de voix, puisque bon, c'était déjà lancé, il y avait beaucoup de rôles qui étaient déjà castés. Après, je peux pas. C'était New Line qui était la production du départ. New Line a été racheté par Warner. Warner a ses équipes, New Line avait d'autres équipes. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Une dernière question? Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir s'il y a une différence fondamentale entre doubler un film et doubler un jeu vidéo. Totalement. T'en fais beaucoup toi aussi? Oui, oui. Ouais. Ah oui, ça n'a rien à voir, je trouve. Ah non, alors, à part le fait qu'on joue. Mais on n'a pas d'image. Ouais. Tout se fait à l'oreille. Tout se fait à l'oreille. Il n'y a pas d'image. C'est très technique. Voilà. C'est beaucoup plus technique. Pourtant, le doublage, c'est très technique. Le problème du doublage, c'est que il faut se débarrasser de la technique pour vraiment être dans le jeu pur, parce que, mais le support de l'image nous aide. Et il y a quand même, on est amené à interpréter beaucoup d'émotions, une certaine continuité dans les scènes. Bon, les jeux vidéo, c'est extrêmement segmenté. On parle de fichiers. Alors des fichiers, ça peut être une onomatopée, un mot, une phrase de 5-6 lignes aussi, hein, mais c'est complètement segmenté. On voit rien de l'image. Souvent, on ne connaît pas le jeu. Moi, en plus, je ne suis pas un gamer, donc je ne connais pas les jeux. Je les vois jamais. Donc, c'est tout à l'oreille. On a souvent un support original qui est en anglais en général ou en japonais. Bon, et là, on fait confiance à la fois à notre ressenti de ce qu'on entend, et puis aussi à la direction artistique, où là, il y a un directeur artistique qui nous aide quand même à contextualiser le fichier, parce que c'est tellement... et qui souvent nous explique pas énormément les rôles non toujours, plus. Hein. Pas toujours. Ils aident vraiment, mais ils savent pas non plus. Quelquefois, ils savent pas eux-mêmes. Ben non, ils savent savoir. pas. Alors on a une image des fois. On a juste l'image du personnage. Pas toujours. Non, pas toujours. Mais des fois, voilà, sur les personnages un peu importants, on vous montre le personnage, mais une image. Dessin. On montre un dessin, comme un storyboard, quoi. Voilà, on nous le décrit, son âge, son caractère, et puis après on se lance. Donc alors là, pour le coup, c'est ultra technique. C'est peut-être un peu moins artistique, sauf quand vraiment il y a un gros rôle et qu'on arrive à le suivre. Moi, il y a 2 ans, j'ai fait un rôle, vraiment un gros machin, j'avais jamais fait autant. J'ai fait au moins 10 ou 15 enregistrements, ce qui est quand même beaucoup, avec des journées ou des demi-journées entières. Et là, il y avait vraiment une construction dans le personnage. Je le sentais, je l'imaginais évoluer, mais je ne voyais rien. De temps en temps, il y avait des fichiers où il y avait des fichiers animés, quelques-uns de temps en temps, mais c'était très rare. Mais c'est une des seules fois où j'ai pu avoir un ressenti un peu comme on peut ressentir un peu au doublage. Et puis ce qui est différent, c'est qu'on parle aux joueurs. Enfin, on parle aux joueurs. Oui, il y a des personnages où on intervient avec le joueur. Alors c'est pas pareil. Enfin, quand on joue nous une scène, on joue
une scène en globalité. Et là, de temps en temps, moi, il m'est arrivé un truc rigolo. J'avais fait, je me souviens plus des noms des jeux parce que j'en ai fait pas mal. Et en fait, souvent, on vient, c'est vrai, une demi-journée, une journée. Et il y avait un jeu où mon personnage draguait un peu le joueur, quoi. Enfin, c'était très, quand même, tendancieux, comme ça. Elle lui donnait des ordres, mais très... Bon, j'avais complètement oublié. Et mon fils, à l'époque, jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et on va regarder des jeux vidéo à la FNAC. Et je vais payer le jeu vidéo. Je dis, oh là, j'y connais rien, moi, de jeux vidéo. Et je vois le garçon qui vend, qui fait... Mais vous êtes... Il me dit le nom de mon personnage, je m'en souviens plus. C'était une Morgause ou une Morgane, ou je ne sais plus. Et je lui dis oui, mais parce que j'ai passé toute la soirée avec vous hier soir. Et en fait, c'était assez perturbant, quoi. Et du coup, il y avait mon fils qui fait pardon. Je fais non, et voilà, parce qu'en fait, on parle au joueur, on lui dit de faire ça, on lui susurre à l'oreille quelque chose, c'est assez étonnant quand même comme méthode, quoi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à ces nombreuses questions. Merci au public qui reste sage. Merci.